Bonjour et bienvenue sur le podcast Kanpai, format voyage au Japon. J'ai toujours le plaisir de présenter cette émission avec Marjorie, notre rédactrice à Kanpai. Bonjour Marjorie. Bonjour Charlie. Lors de notre dernière émission, nous parlions du voyage en avion, donc on a donné quelques conseils à la fois pour réserver ses billets d'avion, pour mieux voyager aussi pendant le trajet. On a également décrit quelques aéroports et aujourd'hui c'est un tout autre sujet mais également essentiel et vaste que l'on va aborder, c'est celui de l'hébergement. Oui, effectivement Charlie, on va vous présenter aujourd'hui les caractéristiques des principaux types d'hébergement qu'on peut rencontrer au Japon pour vous aider du coup à faire le bon choix et à vivre sur place des expériences enrichissantes. Et pour ça, on a toute une rubrique, des articles disponibles déjà sur Kanpai, comme on le dit généralement en introduction, donc qui vont concerner l'hébergement au Japon et toutes les sous-thématiques associées. Est-ce que tu peux nous en présenter quelques articles, par exemple ? Oui, dans les sous-thématiques, on a décliné en grands types d'hébergement, donc par exemple les hôtels, les auberges traditionnelles, et puis les hébergements un peu plus insolites. On précise également que la localisation, notamment dans les grandes villes, ça reste un facteur clé pour avoir un bon hébergement. Et on a 3 articles sur Kanpai qui traitent des meilleurs quartiers pour se loger à Tokyo, Kyoto et Osaka. Donc si vous avez besoin d'un peu d'informations sur les noms des quartiers et les endroits qu'on vous recommande, vous pouvez aller y faire un tour au moment de la réservation de vos hébergements. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, on va parler ici dans l'introduction très brièvement de la réservation. Il y a à peu près 3 manières pour s'y prendre. Ça va être premièrement soit passer directement par les sites officiels qui vont être souvent en version anglaise ou japonaise. Donc pour ça, il va falloir être un peu à l'aise avec la langue étrangère et la langue nippone. Et ça vous permettra par exemple de pouvoir payer en yens directement. Et aussi de trouver des hébergements qui ne sont pas forcément disponibles sur les plateformes que nous on connaît comme Booking, Expedia, etc. Oui, on peut aussi passer par les plateformes internationales, donc ce que tu viens de citer, Booking, Expedia et Hotel.com, où là on va pouvoir trouver toutes sortes d'hébergements. Alors l'avantage c'est qu'on peut payer en euros. Après il faut faire des fois la vérification des tarifs entre le tarif officiel, on va dire en yens, et puis la traduction en euros s'il y a des écarts de prix qui sont importants ou si c'est quelque chose qui rentre dans votre enveloppe budgétaire. Et la troisième possibilité, ça va être de passer par une agence de voyage comme Keikaku, qui va pouvoir s'occuper à la fois de vos recherches, de vos réservations, selon ce que vous souhaitez faire comme voyage, votre enveloppe budgétaire, et tout ça dans un cadre de séjour tout inclus. Oui, voilà, ils vont s'occuper uniquement des hébergements si c'est un séjour tout inclus. Sinon, après, chacun peut le faire depuis Internet facilement chez soi. Donc pour ce que l'on va traiter dans cette émission, les grosses parties, en fait, les 3 grandes parties que l'on va aborder, ça va être premièrement l'hébergement économique. On va parler de nuits à moins de 100 €, on y reviendra. Puis les hébergements les plus dépaysants, les lieux qui vont, on va dire, faire partie de l'expérience en fait, de vivre au Japon, en tout cas sur un créneau de séjour. Et enfin, l'offre hôtelière au Japon, puisqu'on va voir qu'elle a des choses très très communes avec ce que nous on connaît en Occident, mais elle a aussi peut-être ses spécificités, et donc ça on va les aborder. Oui, voilà, on a fait 3 parties pour vous aider à trouver les bons hébergements pour vivre un voyage confortable, dépaysant et agréable. Et comme tu dis, dormir au Japon, c'est quelque chose qui va être assez confortable en tout point. Mais nous ici, l'objectif du podcast, c'est de pouvoir vous apporter des pistes pour savoir quelle expérience vous voulez vivre au Japon et selon votre budget, vos envies et tout ce que vous aurez préparé à l'avance. Voilà, qu'est-ce qu'on entend derrière les termes comme ryokan, capsule hôtel, minpaku, c'est tout ça qu'on va développer avec vous aujourd'hui. Eh bien, on va commencer avec les hébergements les plus économiques. Donc, on parlait de nuit à moins de 100 €. Donc là, on prend un tarif pour 1 à 2 personnes. Donc, on va dire à peu près 15 000 yens, ou moins de 15 000 yens en tout cas. On peut le dire tout de suite, c'est des hébergements qui vont être rattachés plutôt à un public adulte. Mais on va éviter tout ce qui va être... c'est pas des hébergements qui sont faits pour la famille, ou en tout cas, pas forcément d'enfants acceptés, ou pas de groupe non plus. Oui, voilà, ça va être plutôt des hébergements en partie insolites, ou alors un petit peu plus rustiques en termes de confort. Et c'est réservé en priorité aux personnes qui voyagent solo, aux backpackers, aux adultes ou aux jeunes qui veulent partir au Japon et qui ont un budget un peu plus économique en ce qui les concerne.
Et pour partir sur le budget peut-être le plus économique que l'on peut trouver au Japon, on va parler des capsules hôtels dont on avait déjà parlé dans des précédents podcasts. Pour rappel, la fourchette de prix, ça va être entre 30 et 45 euros la nuit par personne. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'historique de ces fameux caissons pour dormir une nuit en dépannage? On va le préciser tout de suite, c'est plutôt vraiment des nuits de passage, quoi. C'est ça, faut le voir comme ça. En fait, les capsules hôtels, à l'origine, c'était des points de chute pour les salariés qui étaient encore dans le centre-ville, donc soit qui avaient passé une soirée dans les bars, donc qui étaient trop alcoolisés, ou alors qui rentraient trop tard pour avoir le dernier train de banlieue. Et donc, c'était une solution de dépannage de dernier recours. Donc, on dormait dans des petits caissons à la verticale. Ce sont des hôtels qui sont non loin des gares et dans les rues qui sont faits pour les rues nocturnes, les rues de la soif. On va dire ça comme ça. Donc leur usage après s'est démocratisé à un public un peu plus large, puisqu'à la base, c'était vraiment réservé qu'aux hommes. Donc maintenant, les capsules hôtels accueillent les femmes et aussi les touristes adultes. Ce sont pour ces derniers des établissements, on va dire, un peu plus confortables, où les cabines sont un peu plus grandes que les quelques mètres carrés du caisson initial. Et parfois, on peut trouver aussi des capsules hôtels où toutes les chambres sont au rez-de-chaussée. Il n'y a pas besoin de grimper à l'échelle comme les caissons superposés. Il y a des enseignes donc adaptées à une population moins habituée, donc on va dire. Par exemple, les hôtels First, les enseignes First Cabin qu'on avait déjà abordées au niveau des aéroports, puisqu'on en trouve dans les grands aéroports du Japon. Et là, on peut même réserver en avance sur Internet. Donc, vous pouvez faire l'expérience d'un capsule hôtel. On va vous recommander de n'y rester qu'une nuit parce qu'au niveau confort, ça ne va pas être quelque chose d'exceptionnel. En général, donc il y a une superficie qui est très petite et puis il y a un point négatif qui est important à savoir, c'est le bruit. Vous n'avez pas vraiment d'intimité dans un capsule hôtel puisque les capsules en fait ne sont pas fermées par des portes. En général, c'est un simple rideau que l'on tire. Il n'y a pas de fenêtre et donc vous êtes vraiment dans un système de caisson et vous allez entendre un peu la vie de tous les autres occupants, donc s'ils ronflent, s'ils se lèvent, s'ils sont en train de ranger leurs affaires, etc. D'ailleurs, il est interdit de parler à voix haute dans les espaces de nuit pour essayer au maximum de préserver l'intimité. Mais c'est une expérience vraiment insolite qui reste à faire une nuit. C'est pas la nuit où vous allez vous reposer le plus, faut le savoir, mais ça peut dépanner. Il faut bien choisir son jour en fait pour faire ce type d'établissement-là. Voilà, si vous êtes en itinérance quelque part et que vous avez juste besoin d'un point de chute pour dormir, le capsule hôtel peut être une bonne solution. Sachez que vous n'allez pas y rester la soirée et flâner à l'intérieur. C'est juste vraiment pour rentrer et dormir. Et tout ce qui est relatif à la toilette, c'est dans des espaces communs qui sont situés soit à un étage dédié, soit au bout du couloir, etc. Ce qu'il faut savoir pour les capsules hôtels, c'est que les hommes et femmes sont séparés par des étages dédiés, et encore aujourd'hui. C'est pour ça que Charlie nous disait tout à l'heure qu'il ne fallait pas forcément le penser pour une solution de famille ou d'enfants. C'est que déjà, les enfants de moins de 13 ans sont interdits de séjourner dans les capsules hôtels. Et ensuite, en ce qui concerne les familles ou les couples hommes et femmes, ils seront séparés puisque les étages sont des étages réservés au même sexe à chaque fois. Donc si vous êtes un couple homme et femme, vous réserverez 2 capsules pour dormir à 2 étages différents. Alors maintenant, vu que ça se démocratise un peu et qu'il y a un peu le côté aussi à la mode, c'est vrai qu'on en trouve pour 2 personnes, mais il faut vraiment se renseigner à l'avance parce que la plupart des capsules hôtels ne fonctionnent pas du tout comme ça. Oui, voilà, il faut fouiller sur Internet avant. Ceux qui sont à la mode, en général, on peut les réserver en amont sur Internet. Et il faudra trouver, après les prix peuvent aussi être différents de ce qu'on vous a annoncé initialement, vu que le confort est un peu plus recherché, on va dire. Il y a d'autres solutions aussi pour dormir ou en tout cas se reposer à moins cher. Et là, ça va être plutôt une proposition qui va se réserver directement sur place. Eh bien, il va s'agir des fameux Love Hotels qu'on va pouvoir réserver pour quelques heures, pour une journée ou pour une nuit. Donc, il faut savoir que même si le titre n'est pas vraiment mensonger, mais c'est pas des lieux qui sont que faits pour s'aimer. Donc, on peut le prendre pour du repos, pour aller regarder un film ou autre. Et à savoir que c'est pas des lieux qu'on va pouvoir réserver à l'avance. Et en général, c'est des endroits qui vont être plutôt bien entretenus, pas trop glauques. La décoration peut peut-être être un peu particulière. Mais voilà, ça fait partie de l'expérience. C'est aussi pour ça qu'on le propose ici. Et ça va être surtout apprécié pour les personnes en couple, notamment hommes-femmes pour les couples.
Oui, de façon basique, les love hotels acceptent les couples hommes et femmes, facilement, on va dire ça comme ça. Et puis ça peut être une expérience, voilà, de quelques heures dans la journée. Vous pouvez très bien, réserver une chambre pour, vous reposer pendant une journée de visite, fatigante. Aussi, manger il y a en général des services en chambre, donc vous pouvez commander à manger et être servi dans la chambre. Regarder un film ou autre chose, ça c'est à chacun sa discrétion. Et puis, ou alors y passer une nuit si vraiment vous avez besoin d'une nuit. C'est comme une nuit de dépannage dans un capsule hôtel. Après, à vous de vérifier en fait le tarif à la nuitée, puisqu'en général, ce sont des hôtels que l'on réserve à l'heure. Il y en a donc dans les grandes villes, il y en a aussi dans les campagnes des love hotels. Et après, bon, tout ce qui concerne propreté, thématique de la décoration, etc., ça sera à la surprise au moment où on rentre dans la chambre. Voilà, ça aussi, ça fait partie de l'expérience, on va dire. Voilà, c'est l'expérience. Autre solution comme ça, un peu insolite, on va aussi retrouver les mangakisa, donc les fameux cafés connectés ou cybercafés où on peut rester quelques heures à toute une nuit devant un ordinateur. Donc ça, c'était quelque chose qui se faisait beaucoup à l'époque où les smartphones n'existaient pas et où les voyageurs n'avaient pas Internet tout le temps avec eux. Les smartphones et puis les pockets Wi-Fi, évidemment. Et aujourd'hui, on peut encore faire l'expérience de ces mangakisa où on est dans de sortes des petits bureaux individuels qui sont juste séparés par des cloisons. Et on peut y rester donc autant de temps qu'on veut, tant qu'on paye. En gros, il faut le voir comme ça. Et on peut aussi y manger et dormir sur le fauteuil qui nous sera alloué. Pour manger, en général, ce sont de la nourriture qu'on trouve dans les distributeurs, donc plutôt lyophilisée et assez rapide, mais qui peut faire l'affaire. Et certains mangakisa ont des rayons de bibliothèque à manga. Donc pour tous ceux qui lisent les mangas, alors plutôt en japonais, peut-être des fois il y en a aussi en anglais, vous pouvez aussi trouver ça dans les mangakisa et vous faites une session internet et une session lecture. Donc pareil, c'est pas forcément une recommandation pour une nuit complète, mais ça peut être pour un bout de nuit ou pour une attente avant un aéroport ou un train ou quoi que ce soit, ou même pour un peu de repos. Voilà, c'est pour éviter de rester dans la rue, on va dire ça comme ça. Et puis après, de façon plus classique, mais toujours de manière économique, on peut retrouver les auberges de jeunesse, qu'on retrouve un peu partout dans le monde évidemment. Eh bien, on peut compter en moyenne 30 à 50 euros au Japon pour une nuit en dortoir et 60 euros environ pour une chambre seule. Oui, voilà, la solution la plus économique que l'on recommande pour rester vraiment plusieurs nuits d'affilée au Japon, ça va être les auberges de jeunesse. Ce qu'on vous a cité plus haut, c'était plutôt pour l'expérience insolite. Là, les auberges de jeunesse, on peut considérer ça comme un bon hébergement pour rester toutes plusieurs nuits, voire l'intégralité de votre séjour si le principe vous convient. Donc ce sont des lieux où où on loue une chambre et ensuite tous les autres espaces sont communs, donc la salle de bain, les toilettes, la cuisine, la salle de repos, etc. C'est un lieu où on peut rencontrer d'autres voyageurs, qu'ils soient étrangers ou japonais. Donc ça peut être très bien pour tous ceux qui voyagent seuls et qui veulent faire un peu de sociabilité. En général, le propriétaire peut organiser des soirées entre locataires ou bien des petites visites de quartier ou une soirée dans un bar qui n'est pas loin de l'auberge de jeunesse pour comme ça favoriser un peu les rencontres et faire quelque chose d'assez convivial. On mettra un petit bémol sur les affaires personnelles de valeur, parce que tout dépend un peu de qui sera avec vous dans l'auberge, mais en général, il y a des coffres forts dans les chambres et on vous conseille de les utiliser si vous partez la journée et que vous laissez quelques affaires de valeur. On en trouve un peu partout, des auberges de jeunesse, donc aussi bien en ville et en campagne. Il faudra juste faire attention sur la localisation, toujours cette localisation. Et des fois, quand c'est vraiment pas cher et que c'est dit que c'est à Tokyo, ça veut dire que ça peut être dans toute la préfecture de Tokyo, donc ça peut être assez loin du centre-ville. Donc il faut faire attention par rapport à ça. Le prix par moment peut être un indice pour vous dire que c'est peut-être assez loin. Vérifiez bien où c'est, la gare la plus proche et combien de temps vous allez mettre pour rallier le centre-ville ou les autres activités que vous avez envisagé de faire pendant le séjour. Et puis si ce sont des hébergements que l'on connaît déjà, on peut trouver comme des petites spécificités liées au Japon, notamment selon
le quartier, en fait, notamment l'auberge même, parce qu'il peut y en avoir en bois avec des tatamis au sol, etc., qui peuvent aussi améliorer votre expérience. Voilà, le propriétaire peut mettre aussi sa touche, qu'il soit japonais ou étranger. On peut aussi tomber sur des auberges jeunesse tenues par des Français. Et donc dans ces cas-là, vous pouvez parler en français avec votre hôte. Ça peut être intéressant et réconfortant pour les personnes qui ne parlent pas bien japonais ou anglais. Et du coup, chaque auberge de jeunesse est assez différente en fonction de où elle est et de qui la tient. Après avoir vu ces hébergements à moins de 100 €, donc les plus économiques, on va parler des hébergements les plus dépaysants qui sont d'eux-mêmes en fait une visite en soi et qui vont faire grandement partie de votre expérience de voyage. Donc ça, à bien se renseigner également à l'avance, on y reviendra. Est-ce que tu peux nous parler, Marjorie, des fameux ryokan? Oui, voilà, donc les hébergements les plus dépaysants et que l'on connaît du Japon, ce sont les fameuses auberges japonaises traditionnelles que l'on baptise ryokan et qui sont souvent associées à la culture du bain au Japon. C'est-à-dire ce sont en général des auberges pour dormir et des établissements thermaux pour se baigner. Les ryokan sont en général regroupés au sein de villages à onsen, c'est-à-dire les stations thermales au Japon, qui sont nichés la plupart du temps dans des régions rurales ou proches d'un paysage naturel remarquable. Donc ce sont normalement des destinations que vous avez déjà entendues quand vous avez fait des recherches pour un voyage au Japon. Par exemple, dans les montagnes, on a Hakone et Kusatsu, qui sont deux stations thermales pas loin de Tokyo. On a aussi Arima Onsen, qui est une station thermale non loin de Kobe et Osaka. Et donc tous ces villages-là sont fourmillent en fait d'auberges dans lesquelles on va passer du temps pour se reposer et recharger ses batteries. On en trouve aussi dans des vallées verdoyantes qui sont traversées par des rivières. Donc on peut citer Kurokawa Onsen à Kyushu, Shuzenji dans la péninsule de d'Izu ou encore Kinosaki Onsen dans le Kansai. Et puis on peut aussi en trouver au bord de la mer, comme dans la baie d'Ago qui est dans la péninsule d'Ise-shima dans la préfecture de Mie, ou encore Beppu qui est aussi sur Kyushu. Donc ce sont vraiment des hébergements traditionnels et des destinations de voyage. Et c'est vrai que sur Kanpai, on essaye régulièrement de vous donner des avis sur ce type d'établissement ou ces destinations-là. Donc n'hésitez pas à aller voir sur notre site internet d'autres destinations si vous souhaitez les découvrir. Et puis en conseil par rapport aux onsen présents dans les ryokan, ça va être plutôt de les utiliser si vous voyagez en période hivernale ou en tout cas dans les périodes qui sont plus fraîches, puisque c'est vrai que le onsen va surtout être favorable aux températures basses, puisque nous on va avoir chaud dans le bain, tandis que quand il fait très chaud, comme en ce moment au Japon, eh bien le bain très chaud n'est pas forcément le plus agréable. Effectivement, les bains chauds au Japon, ils sont en général très chauds, parce que c'est de l'eau volcanique, issue des volcans. Et c'est vrai que l'été n'est malheureusement pas la meilleure saison pour profiter des bains, puisqu'il fait déjà assez chaud et humide dehors. Et c'est vrai que si vous vous plongez dans une eau très chaude, c'est pas très énergisant. Mais oui, ce sont plutôt des destinations qu'on va apprécier l'hiver ou à l'automne quand il fait frais en fin de journée. Pour revenir au ryokan, on va faire un petit point historique et vous raconter un peu les premiers clients qui venaient dans ces établissements. Donc, ce sont des établissements à la base pour les Japonais. On avait les pèlerins qui faisaient en fait le tour des sanctuaires Shinto, notamment autour de Ise-jingu, donc dans la préfecture de Mie, et la Kumano-kodo dans la préfecture de Wakayama. Puis après, pendant l'époque Edo, on a eu les gouverneurs de province, donc les daimyo, qui se rendaient régulièrement à la capitale Edo. Et sur leur route, en fait, ils s'arrêtaient dans des auberges pour recharger des forces. Donc le tourisme domestique reste la principale clientèle des ryokan, même encore aujourd'hui, parce que les Japonais apprécient particulièrement ces types d'hébergements où on propose en général un service de qualité supérieure par rapport aux hôtels classiques, et ceci dans un cadre chaleureux, familial et en général naturellement beau. Oui, c'est vrai que ces ryokan, ils sont faits pour ça. Rappelons que les Japonais ont assez peu de vacances, et donc l'objectif, une fois qu'ils ont les pieds en vacances, ça va être de se détendre, de se délasser. Et donc, ces ryokan y participent largement puisque le service va être assez haut de gamme. On va faire très attention aux personnes qui vont être dans l'hébergement. Et donc, dans ces ryokan, sur place, on fait l'expérience de l'hospitalité japonaise omotenashi, qui va être un service personnalisé avec une volonté de la part de l'autre que son client se sente chez soi et qu'il en sorte complètement détendu.
Et un des meilleurs moyens d'y parvenir, ça va être la nourriture. Exactement, les Japonais adorent manger. Donc le principe, ça va être de passer une nuit. Nous, on y reviendra, on va peut-être en conseiller plus si possible, mais une nuit pour avoir 2 repas sur place, donc le dîner et le lendemain matin le petit déjeuner, qui vont être 2 repas salés, issus de la gastronomie japonaise. Donc on va pouvoir avoir des plats de saison, des plats souvent locaux, c'est d'ailleurs vendu directement sur leur site comme des plats, en tout cas des produits du terroir. Donc selon la saison, selon votre région de destination, eh bien, les mets ne seront pas les mêmes. Il va y avoir donc le principe du kaiseki, succession de petits plats qui vont être chauds ou froids, avec du poisson, de la viande, des soupes, des légumes et tout un tas d'autres ingrédients qui pourront être grillés, mijotés ou marinés. Exactement. Donc cette gastronomie-là, pour toutes les personnes qui ont un régime alimentaire spécial, donc d'allergie ou végétarien ou vegan, il faut qu'ils se renseignent en amont si l'établissement peut prendre en charge ces particularités, parce que ce n'est pas, par défaut, ce n'est pas prévu. Certains établissements Ryokan qui veulent en fait attirer une clientèle étrangère vont faire attention et vont vous proposer des déclinaisons spécifiques. D'autres établissements préféreront vous refuser parce qu'ils n'auront pas la possibilité de vous proposer un repas qui corresponde à vos demandes. Et donc côté horaire, pour ce type d'hébergement, quelques notions aussi à savoir à l'avance, notamment le fait d'arriver aux alentours de 15h, puisque le service, alors déjà de manière générale au Japon, ça va être plutôt à partir de 15h, Oui. et puis d'autant plus ici, puisque souvent le premier dîner peut être servi très tôt, c'est-à-dire vers 18h. Et si vous restez plusieurs jours, parfois l'hôte peut vous demander à quelle heure vous préférez manger pour les nuits à venir, mais voilà, le premier repas en Ryokan, les kaiseki vont être servis vers 18h. Oui, à partir de 18h jusque vers, on va dire, 20h, dernier délai. Et, le repas est servi assez tôt, ça correspond en fait à peu près à la tombée de la nuit au Japon. Donc un peu plus tard l'été, puis un peu plus tôt l'hiver. L'idée, c'est que vous rentrez en fait d'une visite dans un temple ou d'une balade dans une forêt directement au Ryokan et vous allez vous délasser et commencer par le dîner. Enfin, commencer par un bain, puis par le dîner. Si votre établissement dispose de bains, donc de onsen, ils vont être accessibles environ jusqu'à minuit, 1h du matin. Très souvent, il y aura les hommes et les femmes qui vont être séparés et l'interdiction de tatouage. Cependant, vous pourrez peut-être réserver à l'avance un bain privé, que ce soit en chambre ou dans l'établissement. Et ça, par contre, il faudra voir avant sur le site internet ou le site d'hébergement, puisque tous ne disposent pas de telles prestations. Oui, voilà, c'est pareil, c'est comme pour les régimes alimentaires spéciaux, tout ce qui est tatouage sur le corps. Les Ryokan, ce ne sont pas les établissements les plus adaptés à la base. Après, il y a des exceptions, donc à vous de vous renseigner un peu en amont si vous pouvez réserver un bain privé ou si vous prenez un bain directement dans votre chambre. Donc le prix sera plus élevé, mais là, vous pourrez vous baigner comme bon vous semble. Et puis pour les personnes de sexes différents qui souhaiteraient se baigner ensemble, c'est pour ça aussi qu'on propose de bien se renseigner s'il y a des bains privatifs, oui. Puisque c'est quelque chose qui n'est pas possible, sinon vous ne pouvez pas vous baigner avec votre partenaire. Exactement, c'est encore la fameuse règle d'hommes et femmes séparés dans les bains communs. Pour le petit déjeuner, on va partir sur un 7h-9h. Oui, 7h, 9h du matin en moyenne. Et pour le départ, on va dire comme un hôtellerie classique, à peu près vers 10h. Oui, voilà. En fait, les horaires sont assez classiques dans ce qu'on connaît de l'hôtellerie. C'est juste, voilà, le dîner est servi assez tôt et en général, les Ryokan sont assez stricts au niveau des horaires. Donc, si vous arrivez trop tard, votre repas ne sera pas servi parce que la cuisine sera fermée tout simplement. Et avant qu'on parle du budget de ces Ryokan, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de l'aménagement de ces chambres ? Qu'est-ce qu'elles ont de si spécifique ? Eh bien, on va trouver des chambres aménagées à la japonaise, c'est-à-dire un sol en tatami sur lequel on déroule des matelas futons pour dormir. Donc les matelas, ils sont en général pour une personne. Et donc, si vous dormez en couple, vous pouvez coller vos 2 futons l'un à l'autre. Et si vous dormez avec votre ami, eh bien, vous pouvez les écarter un peu et il n'y aura pas de souci pour avoir l'intimité nécessaire. La plupart du temps, donc, les futons sont livrés avec des oreillers et une couette qui sont de plus en plus en matière synthétique et hypoallergénique. On peut trouver encore de la plume, mais c'est une fabrication qui est difficile, onéreuse et qui a tendance à disparaître au fur et à mesure du temps, comme chez nous en fait. Donc une chambre est en général prévue pour 2 personnes. Certains établissements acceptent les voyageurs solos, d'autres non.
Donc c'est pareil, il faut se renseigner en amont. Et sachez que le prix à la nuitée pour un voyageur solo sera toujours un peu plus cher que la moitié du prix pour 2. Ce sont vraiment des établissements faits pour 2 adultes à la base. Ensuite, on peut quand même trouver des chambres plus grandes, évidemment, puisque on peut très bien loger dans les ryokan quand on est en famille, donc avec des enfants. Par exemple, le tarif enfant, il va jusqu'à 6 ans, il est en général moins cher que pour un adulte et il va dépendre en fait de ce que vous demandez au moment de la réservation. C'est-à-dire, est-ce que votre enfant va dormir sur un futon à soi ou partager le vôtre? Est-ce qu'il faut prévoir ses repas? Ou est-ce que vous n'avez besoin de rien puisque c'est un bébé que vous nourrissez vous-même et qui dort avec vous? Dans ces cas-là, il payera très peu, voire rien du tout et il sera compris dans le prix de votre chambre. Comme tu le disais, c'est vrai que l'expérience du ryokan, on la conseille à 2, mais au final, ça peut se faire en famille. Et donc, il y a même des établissements qui vont jusqu'à 8 ou 10 futons. Donc ça va bien se renseigner en amont. Oui, voilà, on a vraiment un système avec de suites où il y a plusieurs pièces et on peut du coup vraiment venir au ryokan en famille. Et pour tout ce qui est bain, en fait, votre enfant, alors à partir d'un certain âge, il sera accepté dans les bains, c'est-à-dire qu'il faut qu'il accepte une température assez élevée de l'eau, donc pas un petit bébé, mais un enfant un peu plus grand. Et soit il va avec la maman, même si c'est un garçon, et après, à partir d'un certain âge, et quand il est assez grand, il va aller avec son papa, ou alors il va aller tout seul s'il est adolescent. Et en termes de gamme de prix, on peut donner une fourchette, même si évidemment ça va dépendre de plein de paramètres dont on va parler ensuite. Mais on peut compter entre 250 et 500 € la nuit pour un ryokan pour 2 adultes en demi-pension. Oui, voilà, c'est tout compris. Le ryokan, c'est tout inclus en général. Vous avez juste à vous changer et à vous mettre en yukata. C'est fait pour ça. Voilà, on se détend. Et donc on dit comment déjà en japonais? Omotenashi. Omotenashi. Et donc à bien regarder en amont, ce que l'on va inclure dans le tarif également, ça va être la modernité de l'établissement, sa renommée, sa région, sa vue, notamment des chambres qui peuvent avoir vue sur jardin, sur cour. Donc à bien regarder en amont puisque vous pouvez... ça va vraiment participer à votre expérience. Oui, il y a vraiment des gammes de prix très différentes suivant toutes les options que vous souhaitez prendre et puis comment est faite la chambre et quelle vue elle a. Et puis le service à table également doit être différent. Enfin, il peut être différent. Des fois, ça peut être directement dans votre chambre ou dans des salles dédiées. Voilà, traditionnellement, en fait, on avait un personnel qui venait vous servir en chambre. Ça, c'est une tendance aujourd'hui qui disparaît un peu parce que ça coûte cher en termes de personnel. Et donc maintenant, beaucoup aménagent des salles de restauration où on descend en fait manger avec tout le monde. Donc on ne pourra que trop vous conseiller dans votre voyage au Japon d'inclure au moins une nuit en ryokan avec demi-pension, onsen si possible. Cependant, vous pouvez également penser à un séjour un peu plus long de 2 à 3 nuits sur place. Donc forcément en termes de budget, ça peut monter un peu votre enveloppe monétaire, mais néanmoins on conseille ça puisqu'en fait ça permet de prendre le temps et c'est le but aussi de ces ryokan, puisque si on arrive à 15h, qu'on mange à 18h et que le lendemain matin on doit partir, bien en fait ça peut faire un peu court. Oui, voilà, les premières nuits, en plus, la première nuit, ça peut être assez déroutant en termes d'organisation et on va se concentrer sur le fait de bien s'orienter dans l'établissement, de bien arriver à l'heure pour manger, mais pas forcément de se détendre. Et plus on reste dans le ryokan, mieux on connaît les choses et plus on prend le temps de ralentir et de vivre vraiment comme les Japonais, de prendre le temps de faire un bain avant de manger, un bain après manger, un bain tôt le matin et d'être complètement relaxé et de profiter aussi de la contemplation que le ryokan va nous donner sur le paysage environnant. Et pour revenir à des tarifs un peu plus abordables, est-ce que tu peux nous évoquer les gammes qui vont être un petit peu en dessous des ryokan? Oui, on va parler des minshuku, donc les fameuses chambres d'hôtes ou guest house en anglais, où on retrouve en fait une expérience d'hébergement similaire au ryokan, c'est-à-dire avec une nuit et 2 repas et puis une option pour les bains, mais le service sera peut-être un peu plus standardisé, une décoration intérieure peut-être moins recherchée et parfois des options de restauration et de confort un peu plus vastes. Vous allez avoir des chambres vraiment un peu rustiques, pas très chères, et jusqu'à des suites un peu plus confortables. Selon les adresses, on pourra aussi prendre le petit déjeuner sur place, donc comme un bed and breakfast, et parfois également le dîner, mais cela est plus rare et il faudra l'avoir bien demandé en amont au moment de la réservation. La cuisine servie au sein des minshuku, elle est aussi traditionnelle, mais elle est aussi traditionnelle et japonaise, mais moins sophistiquée. Ça veut dire pas de repas kaiseki et des plats de saison, toujours des plats de saison, mais un peu comme à la maison.
Donc cela n'enlève rien à la qualité et à la saveur des ingrédients qui seront préparés. En général, c'est très bon si vous êtes adepte de la cuisine japonaise. C'est juste que le service sera un peu moins haut de gamme que dans un ryokan, un peu plus, on va dire, standardisé ou moins sophistiqué. On retrouvera aussi donc, les toilettes et les salles de bain communs, comme dans les ryokan. On peut trouver aussi des salles de bain privées dans les chambres les plus luxueuses, donc qui sont aussi les plus chères. Et lorsqu'il y a des bains communs, l'eau peut provenir d'une source chaude et donc être qualifiée de onsen, mais aussi elle peut être chauffée mécaniquement et donc comme sur le principe du sento. Donc au final, ces minchuku vont être un peu moins chers, un peu plus souples dans la construction de son voyage, en tout cas de sa nuitée, notamment sur le nombre d'occupants, les heures des repas qui vont être aussi sur une plage horaire un peu plus variable, en tout cas pas variable mais extensible on va dire. Un peu plus extensible, oui. Et sur le nombre d'occupants, ils accepteront plus facilement les voyageurs solos. On va proposer aussi des chambres un peu moins chères, donc à 15 000 yens, donc on va dire à peu près 100 € la nuit par personne ou pour deux. Oui, voilà. Ça peut être une bonne solution pour ceux qui trouvent qu'un ryokan est trop cher. Donc ces minchuku, elles peuvent se retrouver aussi à la campagne ou dans les centres-villes historiques, comme par exemple au sein d'une maison de bourg que l'on baptise les machiya. Exactement. Donc les machiya, ce sont des maisons de ville qui ont été rénovées ou aménagées pour recevoir une clientèle touristique, et ce sont donc des établissements professionnels. Donc le plus souvent avec une taille modeste, moins de 10 chambres dans le bâtiment, dans la bâtisse, et on va pouvoir entrer souvent directement en contact avec le ou les propriétaires, et le personnel également qui va y être employé. Et dans ces minchuku, on va pouvoir également voir ou participer à des ateliers d'artisanat traditionnel qui peuvent être proposés ou bien d'autres visites guidées dans la ville. Oui, voilà, les minchuku, ça peut être une bonne solution pour être aussi au rythme des Japonais et puis des fois loger dans des habitations qu'on n'aurait pas accès autrement. Donc ça peut être les machiya ou des petits établissements dans la campagne. À noter que les machiya, on peut aussi les louer en logement entier puisque ça existe aussi en version location de maison japonaise, qu'on verra après. Et justement, en parlant d'autres versions d'hébergement, il y a le particulier à particulier. Est-ce que ça, tu pourrais nous en parler un petit peu ? Oui, donc la version de particulier à particulier, on appelle ça les minpaku, donc les hébergements chez l'habitant. Et ce sont en général les hébergements qui sont associés à des séjours à la ferme, donc on va aller dans une exploitation agricole, ou bien des séjours dans des anciennes résidences japonaises. Pour ce dernier exemple, on pense notamment à la maison qu'on a fait sur Kampai, donc la maison Enishi, qui se situe dans le quartier historique des samouraïs à Kakunodate au nord du Japon. Et pour cet hébergement-là, la propriétaire, elle accueille les voyageurs donc chez elle, dans son ancienne résidence de famille, qu'elle ouvre donc aux touristes. Et on peut y faire l'expérience de vivre à Kakunodate et de rencontrer ces deux merveilleux chiens Akita Inu qui sont très beaux. Et du coup, on a une expérience complète d'être avec l'habitant et avec les chiens de la région d'Akita. Donc sur cette version-là, on loue effectivement que la chambre comme espace privé et le reste est commun à tous les locataires. Donc la salle de bain, les toilettes ainsi que la cuisine qui est partagée. Donc elle peut être partagée soit qu'entre locataires, c'est-à-dire qu'il y a un étage qui est réservé pour les locataires avec une cuisine en libre service et on y fait en fait sa popote avec les courses qu'on vient de faire. Soit c'est une cuisine qui est partagée avec l'hôte directement qui va nous aider en fait à préparer un repas japonais et on va servir d'assistant. C'est le cas notamment pour les séjours à la ferme où le plus souvent on peut faire une cueillette ou une récolte avant de manger dans l'après-midi sur une des parcelles agricoles du propriétaire et ensuite on va cuisiner ensemble un repas traditionnel, quotidien, en famille, entre guillemets. Voilà. Donc, pour ce type d'hébergement, on est sur un tarif un peu plus bon marché, donc à moins de 10-15 000 yens la nuit, donc en fonction de la localisation géographique et aussi en fonction du confort qui est en général un peu plus rustique que les établissements professionnels que l'on vient de citer, c'est-à-dire les ryokan et les minchuku. Puisque là, vous êtes chez l'habitant, il n'a pas autant de critères à respecter pour ouvrir son logement. Et donc ça, ce sont des logements que vous pourrez peut-être plus facilement trouver sur des sites spécialisés sur le partage du travail ou en tout cas tout ce qui va être woofing, etc. Voilà, exactement.
Pour un autre type d'hébergement non professionnel mais tout aussi atypique, eh bien, on va pouvoir parler d'une version un peu plus spirituelle ou complètement spirituelle d'ailleurs. Complètement. C'est-à-dire vous proposer une nuit shukubo, c'est-à-dire dans un temple aux côtés de moines bouddhistes. Oui, donc là, on va loger pour une soirée, une nuit et une matinée matinale dans une chambre située dans un pavillon dans l'enceinte d'un temple. Et donc ça, quand on dit une nuit, une matinée, c'est qu'on peut rarement faire plus. C'est assez rare que soit proposé le fait de dormir 2 nuits. Et vous allez peut-être un peu mieux comprendre pourquoi dans quelques instants. L'expérience de cette nuit shukubo, c'est avant tout une expérience qui va être spirituelle et communiante, où ce sont les moines ou le moine qui va s'occuper de vous ou de votre groupe, qui va rythmer toute votre soirée, votre pérégrination dans les temples. Puisqu'il y aura peut-être une séance de bain, de toilette, le repas également qui va être servi, et de plus ou moins nombreuses prières selon là où vous êtes et la période de l'année dans laquelle vous êtes. Et c'est pour ça qu'on ne pourra que vous recommander de bien lire les avis sur le temple que vous allez sélectionner pour voir s'il a une spécificité ou non, et notamment puisque ce sont des nuits qui vont être souvent assez onéreuses, elles peuvent être assez onéreuses en tout cas, on en reparlera après, mais on va participer à ces séances de prière collectives. Il peut aussi y avoir des séances de purification par le feu, et donc le prix ne va pas forcément être en rapport avec le confort, et c'est ça qu'on voulait pas mal insister là-dessus, puisque vous pourrez le voir de vous-même en consultant les avis sur certaines plateformes de réservation. Ne pas prendre les petits points pour des étoiles au niveau des noms des temples. Pareil en termes de normes, vu que ce ne sont pas des établissements professionnels, il n'y a pas forcément de normes hôtelières. Donc c'est tout à fait, ce n'est pas un hôtel, c'est un temple, c'est pas forcément insonorisé. Et puis voilà, en termes de confort, tout ce qui est futon, etc., les gens peuvent s'attendre parfois à autre chose, au vu du prix, surtout au regard du prix Oui, payé pour voilà. la nuit. En fait, une nuit en shukubo, c'est pas une solution économique pour dormir, même si vous dormez, on va dire, dans quelque chose qui est un peu rustique par rapport au prix que vous allez payer. En fait, vous êtes dans un temple bouddhiste, c'est en général situé dans les montagnes, puisqu'on est dans un cadre qui doit être plus ou moins sacré, et donc vous êtes assez éloigné, même s'il existe des solutions pour dormir dans des temples qui sont dans les villes. Donc, les temples, en général, sont situés dans des montagnes, donc assez éloignées. Et cette position géographique a aussi un coût, puisqu'il faut faire venir tous les équipements pour faire vivre le temple. À noter que les repas servis suivent donc le régime végétarien des moines, c'est-à-dire la cuisine Shojin Ryori, donc qui sera à base de légumes, de bouillons. Et les bouillons sont parfois aussi cuisinés avec du poisson, mais il n'y aura pas de viande. Et un peu comme pour les ryokan, très souvent ça va être avec des spécificités locales, notamment ce que les moines eux peuvent cultiver, ou ce que les spécificités de la région vont faire partie du repas. Il faut savoir qu'on se lève très tôt pour une nuit dans un temple, en général dès 4-5 heures du matin, donc avant le lever du soleil, pour la première prière du matin ou le premier rituel collectif. Donc c'est une expérience à vivre si vous êtes motivé par la religion bouddhiste, par la notion de méditation, de retraite religieuse, si je peux dire comme ça. Et c'est en aucun cas pour le confort ou la vue ou la chambre que vous allez choisir cette nuit-là. Et autre bel avantage aussi de choisir une nuit en shukubo, ça va être de pouvoir marcher dans un temple dans lequel on n'a pas forcément accès si on n'est pas participant à ces prières, etc. Oui. Puisque vous allez visiter très souvent au Japon des temples la journée, mais là vous avez un autre accès, et en plus de nuit, sachant qu'il y a des temples également qui vont proposer d'autres activités nocturnes, notamment la visite de sanctuaires autour de Koyasan par exemple. Et en termes de tarifs, donc on vous propose pareil une fourchette, mais ça sera bien confirmé selon selon la période, parce qu'il y a vraiment de bonnes surprises, pas forcément dans le bon sens. On peut partir sur à peu près 15 000 yens, donc à peu près un peu moins de 100 € la nuit, sachant que vous pourrez voir notamment autour de Koyasan, parce qu'on a regardé il n'y a pas longtemps, eh bien les nuits vont être bien plus onéreuses, 300 € minimum pour 2 personnes, voire ça pouvait monter à 750 000 € la nuit.
Et donc ça, ce sera à vous de voir du coup, à bien vous renseigner, puisque 1 ou 2 jours avant, ça peut être peut-être moins cher ou plus cher, ou peut-être si c'est une période d'événements religieux ou d'abondance touristique, eh bien ça peut vite évoluer. Oui, voilà, ce sont des solutions qui ont la cote en ce moment, que les gens recherchent, mais alors au niveau du prix, on peut être aussi surpris, pas forcément dans le bon sens pour le coup. Voilà, même eux, je pense qu'ils ne savent pas trop comment fixer le prix, on dirait des fois. Donc ils font un petit peu comme ça vient. Ouais, l'offre et la demande fonctionnent bien pour ce genre de choses. Et donc pour passer à un autre type d'hébergement, on a également la version de loger presque comme au Japon, puisqu'il y a des logements entiers que l'on peut réserver. Oui, dernière catégorie d'hébergement dans les plus traditionnels, les plus typiques au Japon, ça va être la location tout simplement de maisons ou d'appartements japonais. Donc, idéal pour les groupes et les familles qui veulent plus d'intimité et d'espace et qui veulent se sentir chez soi et pouvoir rentrer ou partir à toute heure. Puisque là, on n'aura pas la notion de départ jusqu'à 10h ou d'arrivée à partir de 15h, en tout cas pas pendant le séjour. Peut-être là, quand on arrive, mais pas après. Comptez à partir de 150 € en moyenne pour 2 personnes et par nuit pour un logement entier. Donc ça, c'est vraiment une fourchette, une indication de base. Après, ça dépend de la superficie du logement, si c'est une maison ou un appartement, et de sa localisation, c'est-à-dire proche d'un centre-ville ou dans le centre-ville, proche d'une gare, proche d'un quartier résidentiel qui a beaucoup de boutiques, de supermarchés et d'enseignes alimentaires. L'avantage ici, c'est qu'on fait vraiment l'expérience de vivre au quotidien aux côtés des locaux, donc en général dans des quartiers de villes résidentielles comme ce que je viens de dire, ou alors dans des petits centres-villes, dans des villes moyennes. Donc ce qui va nous surprendre le plus en tant que nous, occidentaux, quand on habitera ce genre de logement, on peut vous en citer quelques-uns qu'on a retenus, ça va être le fonctionnement donc, des équipements électroménagers, puisque là, en fait, ils seront donc tous en japonais, très peu ont une fonction anglais, et c'est à nous de gérer un peu la langue et surtout les caractères kanji pour pouvoir mettre en fonctionnement l'appareil et l'arrêter. En général, comme ce sont des logements qui sont prévus pour les touristes, il y a un double étiquetage qui est effectué sur les équipements, ou bien il y a un manuel d'utilisation en anglais qui est laissé aux locataires. Ça vaut surtout ce genre de petites choses pour, par exemple, faire couler son bain chaud dans une salle de bain, puisque les salles de bain japonaises sont un peu particulières dans leur fonctionnement, pour gérer la climatisation ou pour utiliser la machine à laver ou le four. Si jamais dans votre logement, vous n'avez pas de précision sur comment faire fonctionner en anglais ou en français, si jamais c'est ça traduit en français, on a sur Kanpai des articles qui sont dédiés à ce genre d'utilisation, donc les articles sur la salle de bain, les toilettes, la climatisation et la machine à laver, et on a en fait regroupé tous les petits kanji et les termes les plus communs pour apprendre à arrêter et à faire chauffer son appareil. Donc vous pouvez vous y référer si jamais vous vous retrouvez devant sans savoir s'en servir. Puis il y a une partie un peu particulière également quand on loue un logement en entier, ça va être le tri des déchets, donc la gestion des poubelles. Est-ce que ça, tu pourrais nous parler de ton expérience peut-être là-dessus? Ouais. Ça, c'est un vaste sujet qui revient tout le temps. En fait, ils font un tri sélectif des déchets qui est assez différent de chez nous, qui est un peu plus complexe sur la façon de trier, savoir si l'emballage il est combustible ou pas, en quelle matière il est, et il faut souvent le rincer avant, si c'est pour tout ce qui est conteneur de bouteilles ou canettes. Et du coup, si vous laissez quelque chose de sale à travers une poubelle transparente, votre poubelle ne sera pas ramassée. Et tous les voisins seront au courant que vous ne savez pas gérer vos déchets. Et ça sera assez mal vu. Donc, en général, s'il n'y a pas de guide d'utilisation sur les appareils électroménagers, ça peut arriver. Par contre, vous aurez toujours des consignes sur la gestion des déchets dans votre logement. Et on vous conseille de bien vous y référer, d'essayer de respecter ce qui est écrit pour être respectueux de la façon dont les Japonais fonctionnent. Et de prendre un peu de temps pour regarder ce que vous faites et d'essayer de le faire le mieux possible. Mais sachez que ça sera toujours un sujet un peu compliqué. Et même des personnes qui vivent au Japon depuis longtemps font encore quelques erreurs dans le tri des déchets. Ça reste quelque chose que l'on apprend toute sa vie. Et puis pour les personnes qui vont être en attente de JR Pass par exemple ou de Pocket Wi-Fi,
qui ne sont pas à l'hôtel mais dans ce type d'hébergement, eh bien, il faudra savoir en avance qu'il n'y a pas forcément ou très rarement de boîte aux lettres. Donc ne comptez pas là-dessus si vous avez besoin de recevoir un colis en urgence ou des documents administratifs importants par exemple, notamment si vous y restez une semaine par exemple et que vous avez passé cette adresse, puisque ça ne va pas forcément être possible de pouvoir être livré directement sur place. Oui, en général, la boîte aux lettres, elle est réservée au gestionnaire et en aucun cas, il vous donnera la clé. Peut-être vous pouvez lui demander qu'il le récupère pour vous, mais c'est effectivement quelque chose d'assez rare. Et on considère qu'il ne faut pas compter dessus, en tout cas de base. Et un point rapide sur ces locations en passant par Airbnb. Nous, en tout cas de notre point de vue, on le déconseille depuis 2018, puisque c'est la législation qui a changé auprès des minpaku, donc les personnes qui vont louer leurs biens à cette fin de location touristique, puisque il va y avoir beaucoup plus de contraintes en termes de temps de location dans l'année, d'impôts, de déclarations auprès du voisinage, etc., qui fait que le Airbnb va être un peu plus compliqué et un peu moins sûr, on va dire, par rapport à avant, dans le sens où on a des personnes qui vont faire leur location sur de fausses annonces Airbnb et qui vont se retrouver le jour J sans logement. Oui, voilà, ça peut encore arriver. En tout cas, ça arrivait beaucoup au moment du changement de législation, maintenant un peu moins, puisqu'en fait, les propriétaires qui fonctionnent sur Airbnb sont considérés du coup comme des non-professionnels et donc ils ont une législation qui s'impose qui est plus restrictive, notamment sur le nombre de jours à l'année à laquelle ils peuvent louer le logement. Donc c'est pour ça que sinon, vous pouvez passer par des organismes professionnels qui ont dans leurs offres un certain nombre d'appartements et de maisons qui sont alloués et qui sont gérés professionnellement. Et du coup, là, il n'y a pas de problème. Ça peut se louer à l'année, toute l'année. Donc ces types de location de logements en entier, ça peut être que ce soit une maison ou un appartement, ça va être un très bon choix, notamment en fin de séjour, une fois qu'on a pris ses marques dans le pays, qu'on connaît un petit peu les habitudes japonaises, mais aussi les siennes dans ce pays, pour aller faire ses courses, etc., pour pouvoir se faire soi-même à manger. Eh bien, c'est un choix qui est vraiment très sympa à faire, notamment quand on est en famille. Ça peut être plus pratique et peut-être même plus économique également. Oui. Oui, voilà, c'est aussi un logement où on peut se reposer, il faut bien le voir, et prendre le temps, par exemple, de faire ses valises de retour tranquillement avant de retourner à l'aéroport. La location de maison, c'est quelque chose qui fonctionne bien au Japon, et c'est dépaysant aussi, puisque ça ne ressemble pas à ce qu'on peut trouver. Enfin, il y a des petites différences dans ce qu'on peut trouver chez nous. Et avant de passer à l'hôtellerie plus classique, est-ce que tu pourrais nous donner quelques recommandations, parce que là, on a parlé d'hébergements un peu plus à taille humaine, qui vont être gérés souvent de manière familiale. Et quand on veut faire un présent à ces personnes-là, ou en tout cas aux personnes qui nous ont encadrés, qui nous ont fait participer à ces beaux hébergements, est-ce que tu pourrais nous indiquer quelques cadeaux à faire, par exemple ? Oui, voilà, donc si vous choisissez des établissements où il y a peu de chambres par établissement, et donc en général ça sera géré par un ou un couple de propriétaires, ou alors une toute petite équipe, une petite famille, ce qui se fait au Japon, c'est de prévoir un cadeau de remerciement si l'expérience s'est bien passée. Donc on appelle ça un temiyage, donc un cadeau qu'on va faire à son hôte. Comme nous, on viendra d'un pays étranger, la solution la plus simple, c'est de prévoir dans ses bagages à l'aller une petite spécialité locale, une carte postale par exemple qui vient de notre région, ou un petit porte-bonheur, quelque chose d'assez simple mais significatif. Et on va le laisser en fait en présent à la fin pour remercier de la façon dont on a été pris en charge et accueilli dans l'établissement. En général, ça sera assez bien apprécié, et ça nous permettra d'établir un vrai échange avec le propriétaire de l'établissement. Et c'est quelque chose qui se fait, on peut l'envisager très bien pour tous les hébergements comme ça qu'on vient de citer, qui sont typiques et traditionnels au Japon. Et pour terminer, on va attaquer notre troisième partie en restant en terrain plutôt connu, puisqu'on va parler de l'hôtellerie japonaise, qui va être un peu moins dépaysante évidemment, et surtout plus connue et rassurante par rapport à aux autres hébergements qu'on a cités plus en amont. Donc elle va respecter des standards mondiaux que l'on connaît déjà, qui vont fonctionner sous le système étoilé. Et nous, on va partir du principe que la catégorie standard au Japon va être les 3 étoiles, donc avec ce qu'on appelle les business hotels, c'est-à-dire des hôtels que les Japonais utilisent communément pour des déplacements professionnels ou personnels.
Oui, voilà. Donc, sans être trop économique ou trop luxueux, ils offrent en général donc une chambre confortable de style occidental, c'est-à-dire avec un lit, avec un sommier et un matelas, donc pas de futon, et une petite salle de bain et des toilettes privées. Alors attention, en général, la superficie, elle est assez petite, comptez 10-11 mètres carrés souvent, la plupart du temps. Donc si vous arrivez avec une très grosse valise, parfois vous ne pourrez pas l'ouvrir ou pas en tout cas de façon complète. C'est peut-être en ça que la chambre va se distinguer des hôtels que l'on peut connaître. Ça va être vraiment cette disposition très, pas forcément minimaliste d'ailleurs, mais très petite quoi, de la chambre. Oui, voilà, vous aurez tout le confort, mais sur vraiment une superficie restreinte. On trouve aussi dans ces hôtels un service de restauration. Donc le plus souvent, le petit déjeuner est servi en salle sous forme de buffet salé-sucré. Donc c'est très bien pour les personnes qui mangent beaucoup au petit déjeuner. Et du coup, on peut faire le plein de nourriture avant une journée de visite. On peut aussi trouver un dîner sur place dans les restaurants de l'hôtel, enfin le ou les restaurants de l'hôtel. C'est pas forcément quelque chose qui est automatique comme les ryokan, c'est quelque chose à réserver en supplément. Et si vous êtes en ville, vous pouvez très bien dîner à l'extérieur et rentrer directement à l'hôtel. Aussi, ce qui est bien pour ces hôtels, c'est qu'on a la sécurité de dormir dans un établissement qui est donc professionnel, construit avec les normes qu'il convient, donc notamment les normes antisismiques, et puis avec un personnel qui est serviable, formé, etc., et qui peut aussi parler anglais le plus souvent, puisque là, on accueille des touristes de toute nationalité. Et dans ces hôtels-là, on peut aussi compter sur la propreté et l'hygiène qui est souvent au rendez-vous. Donc voilà, vous avez une offre qui est, ce que tu disais tout à l'heure Charlie, sécurisante et qui convient bien à tous les types de voyageurs, qu'ils soient seuls, hommes, femmes, avec une famille, avec des enfants, en couple, entre amis, etc. Et comme on l'avait fait sur la capsule dédiée au voyage à la thématique avion, eh bien, on va pouvoir vous donner quelques conseils, notamment pour améliorer votre confort dans ces chambres et dans ces hôtels, puisque les chambres japonaises vont souvent être friandes de domotique, donc des appareils qui peuvent être un petit peu bruyants ou en tout cas faire de la lumière. Donc n'hésitez pas à ramener un masque pour les yeux, par exemple, ou des boules caisses. Ouais. Notamment pour les clims qui peuvent être plus ou moins fonctionnels. Donc pareil, regardez bien les avis, les commentaires des voyageurs, puisque ça pourra vous indiquer si vous devez vous doter ou non de boules caisses. Oui, c'est ça. En fait, toutes les chambres sont climatisées et c'est très important, notamment en ce moment avec l'été. Après, la climatisation, elle est plus ou moins bien entretenue suivant les établissements et du coup, des fois, regardez un peu les avis récents pour voir si la climatisation fait du bruit, si vous entendez en fait des bruits d'eau. Des fois, ça fait ploc-ploc toute la nuit. Et puis, si elle a l'air propre, parce que des fois, voilà, les filtres sont plus ou moins changés. Ça dépend des établissements, évidemment. Ça peut être le cas sur des hôtels où les tarifs promotionnels, par exemple, sont affichés toute l'année. Donc, il faut faire attention. Ça va être le petit point de précision, ça va être la climatisation. Autant la salle de bain sera en général assez propre, les draps et tout, ça sera assez hygiénique. Autant la climatisation, des fois, ça peut être un petit point qui peut ne pas bien fonctionner. Et puis peut-être dernière chose pour le confort, ça va être la présence ou non de volets, et c'est souvent ou non. Et c'est souvent ou non, oui. Donc il va y avoir des rideaux occultants, mais pas forcément de volets complets comme on pourrait connaître. Et en plus des volets, pour les chambres situées dans des immeubles à hauts étages, on n'aura aussi pas de fenêtres, en plus de pas de volets. Donc ça, on aura plutôt donc, des baies vitrées qui resteront fermées et dont on profitera de la vue, mais qu'on ne pourra pas aérer. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. Les hôtels les plus hauts et situés dans des tours fonctionnent avec une aération en circuit fermé. Donc on ne pourrait pas ouvrir les fenêtres. Pour ceux qui sont sensibles à la question, faut le savoir avant de réserver. Voilà, vous êtes prévenus. Ce sont ces hébergements que l'on va fréquemment trouver sur les plateformes de réservation comme Booking, Expedia ou Hotel.com par exemple, qui vont être à des tarifs très raisonnables et parfois même promotionnels, ou en tout cas quand il n'y a pas de promotion, on va dire que il peut y avoir des surclassements également. Donc on va compter à peu près 100 à 120 € par nuitée pour une chambre pour deux. Oui, voilà, comme il y en a, l'offre est assez grande au Japon sur ce type d'établissement. On peut encore trouver des promotions dessus, suivant la période à laquelle vous partez ou l'avance avec laquelle vous allez réserver vos hébergements pour votre prochain séjour. Et ne soyez pas étonnés aussi pour les lits, puisqu'il me semble que très souvent, ça se peut qu'il y ait 2 lits au lieu d'un
Et donc ça, voilà, ça c'est, on va dire, c'est plutôt une spécificité japonaise. Vous pourrez toujours rapprocher les lits généralement, mais voilà, si vous voulez un lit pour 2 personnes d'un seul tenant, et bien ça, il faudra vous le préparer en amont, parce qu'ils ne proposent pas tous ce type de Oui, lit. de base, ce sont des lits doubles d'une personne et demie. La taille est une personne et demie, donc un peu plus grand que 90 centimètres. Mais pour les lits vraiment, on va dire, 2 places, queen ou king size, ça, il faut bien regarder sur l'annonce que vous êtes équipé de ce type de literie. Quelque chose qui va pouvoir compter beaucoup dans le prix également de votre nuit, ça va être la localisation pratique de votre hôtel, qui fait un peu ça va être un peu le noyau dur du prix, puisque par exemple, notamment à Tokyo, comme on le disait tout à l'heure, c'est une ville très très étendue, et tout ce qui va être en cœur de ville, ça va être beaucoup plus cher pour le même type d'hébergement. Donc bien regarder ça, notamment sur ceux qui vont être proches de vos lieux de visite ou proches des gares, des centres-villes, des régions que vous allez visiter. Oui, et puis il y a aussi sur la modernité de l'établissement, là aussi le prix va jouer. Par exemple, est-ce que l'hôtel a été rénové dernièrement avec une décoration un peu plus au goût du jour? Est-ce que le toit bénéficie d'une terrasse que l'on peut visiter, aménagée en café ou juste que l'on peut visiter? Est-ce qu'il y a une vue panoramique depuis la chambre? Est-ce qu'il y a un spa prévu dans l'hôtel? Est-ce que les restaurants de l'hôtel proposent de la cuisine gastronomique ou de la cuisine bistrot par exemple? Il y a tout un ensemble de choses propres à chaque établissement qui vont faire varier le prix. Vous pourrez être sur quelque chose vraiment standard ou alors sur quelque chose un peu plus haut de gamme, un peu plus sophistiqué suivant les établissements. Voilà, ce que j'allais dire, c'est que on peut être sur un 3 étoiles, mais selon où il est situé et tous les paramètres que nous avons annoncés, en fait, ça peut être un 13 étoiles très basique ou vraiment très sophistiqué, proche de lieux de visite, avec tout un plein de confort, on va dire, Oui. mis à disposition. Exactement. Et puis on peut noter également que de plus en plus au Japon, on a cette dimension écologique que l'on voit fleurir dans les hôtels, qui va permettre de, notamment ça a été lié peut-être à la période Covid également, des serviettes qui ne vont pas être changées à coup sûr, mais ça vous serez prévenu très, très souvent, ou le service de ménage qui n'est pas obligé de passer chaque jour. Et enfin, pour les voyageurs qui ont un budget plus confortable, évidemment, il y a les autres gammes d'hôtels. Donc l'hôtellerie 4 étoiles ou 5 étoiles. Donc on va partir sur un prix d'environ 400 € par nuit pour un hôtel 4 étoiles. Et entre 800 et 1000 € la nuit, voire beaucoup plus, pour une nuit en hôtel 5 étoiles. Oui, voilà, là on est sur des prestations donc luxueuses avec des chambres, voire des suites assez spacieuses, des bains privés, parfois sur balcon, une vue en général sur un bel espace privé. Donc en général, ce sont des jardins japonais qui sont aménagés à l'intérieur de l'hôtel, un service de conciergerie haut de gamme, accessible 24 heures sur 24, etc. Et puis le raffinement au niveau gastronomique avec un panel de cuisine et de restaurants plus développé que ce qu'on peut trouver dans les hôtels 3 étoiles. Donc les luxueuses chaînes hôtelières mondiales sont évidemment présentes au Japon et notamment dans les 3 grandes villes que sont Tokyo, Kyoto et Osaka. Donc on peut vous citer les enseignes que l'on trouve facilement, donc le Hilton, le Four Seasons, le Park Hyatt, le Ritz-Carlton, Aman, et également en enseignes plus japonaises, on a Oshinoya, Fufu et Kanaya. On trouve aussi des établissements très luxueux au pied du mont Fuji, qui est donc l'image emblématique du Japon. Eh bien voilà Marjorie, je crois qu'on a fait le tour des différentes gammes d'hébergement, différents types d'hébergement que l'on peut retrouver pour son voyage au Japon. Ce qu'on vous recommande, c'est de ventiler un maximum, ou en tout cas de ventiler les types d'hébergement pour vivre des expériences qui vont être vraiment différentes, que ce soit tant le ryokan que la nuit en capsule par exemple. En fait, c'est pas qu'on fait pas de distinction, mais c'est vraiment 2 expériences complètement différentes qui vont pouvoir faire vivre ce fameux voyage au Japon. Et le deuxième conseil, c'est aussi de ralentir votre rythme de séjour, par exemple en milieu ou en fin de séjour, afin de vous offrir une vraie pause et donc de profiter de cette hospitalité japonaise, de prendre le temps de vivre comme des locaux presque, ou en tout cas de prendre le temps de découvrir aussi ce que l'on ne connaît pas. Voilà, les hébergements, faut aussi voir ça comme une vraie destination à visiter pour certains. Tout ce qu'on vous a présenté comme traditionnel, c'est quelque chose où il faudra prendre le temps de s'immerger, parce que c'est vraiment très intéressant. Et en début de séjour aussi, quand vous atterrissez d'après plusieurs dizaines d'heures de vol, ça peut être aussi intéressant de prendre
1 ou 2 nuits vraiment très confortables pour vous remettre de votre voyage et vous permettre aussi de rentrer dans le bain dans ces jours d'un point de vue très confortable et agréable. Ça peut être une bonne expérience aussi. Voilà, l'hébergement, c'est vraiment quelque chose à ne pas lésiner. Vous n'êtes pas là juste pour dormir, ça participera vraiment à la réussite de votre séjour. Et puis comme on le disait sur le podcast lié au budget, eh bien, vu que 70% du budget, on va le dépenser en amont, eh bien, l'hébergement en est une bonne part aussi avec l'avion. Exactement. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci Marjorie pour l'avoir partagée avec moi. Toute l'équipe Campai se joint à nous pour remercier chaleureusement nos auditrices et nos auditeurs. Merci pour votre soutien, pour vos partages sur les réseaux sociaux ainsi que sur les plateformes de streaming. On se retrouve le mois suivant pour un prochain épisode. À bientôt Marjorie. Au revoir Charlie, à bientôt. Retrouvez plus de voyages au Japon sur nos podcasts. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Campai. Nous espérons qu'il vous a plu et que vous en avez appris plus sur le Japon. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, de nous noter 5 étoiles si vous le souhaitez, et on vous dit à bientôt pour le prochain épisode.